Avant de commencer, il est fortement conseillé à tous les spectateurs d'être prudents. Ce qui suit est destiné uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Voici la transcription mot à mot du témoignage fédéral recueilli dans le cadre du procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. La salle d'audience était sous tension, glaciale, alors qu'un témoin surprise s'avançait. C'était une femme que personne n'attendait, mais qui avait tout vu. Ce n'était ni une célébrité, ni une ancienne conquête. C'était l'ancienne femme de ménage de Diddy. Pendant des années, elle avait nettoyé les vestiges de ses soirées les plus privées, signant des accords de confidentialité stricts, gardant le silence. Mais ce silence était désormais brisé. Elle parla de contrats brûlés, de draps tachés de rouge, d'objets étranges jetés sans soin dans des poubelles. Mais la découverte la plus troublante ? Une photo de passeport calciné représentant une jeune fille disparue. La même jeune fille que le monde avait oubliée, jusqu'à aujourd'hui. Des halètements traversèrent la salle lorsque la photo fut montrée. Diddy, assis à la table de la défense, ne bougeait pas, visiblement ébranlé. Ce que cette femme avait vu, derrière des portes closes, n'était pas seulement dérangeant. C'était accablant. Pour la première fois, le monde entrevit une facette de Diddy qu'il avait tout fait pour cacher. Ce témoignage pouvait tout faire basculer. Elle entra, vêtue de noir, dans une robe simple. Aucun maquillage. Les cheveux attachés en arrière, d'une manière qui disait clairement « Je ne suis pas là pour qu'on me regarde ». Son nom fut gardé confidentiel pour sa sécurité, mais dans les documents judiciaires, on la nommait simplement femme de ménage X. Lorsqu'elle prit place dans le box des témoins, un frisson parcourut la salle. Les caméras étaient interdites, mais les journalistes présents notèrent que Diddy se renfonça dans son siège, bras croisés, lunettes toujours vissées au visage, jusqu'à ce qu'elle commence à parler. Elle se présenta d'une voix douce. Elle avait travaillé pour Diddy entre 2014 et 2020, sous contrat privé, avec pour mission de rester discrète et de garantir la confidentialité. Elle ne faisait pas partie des fêtes, elle n'apparaissait dans aucune vidéo. Elle était celle qui nettoyait une fois que tout le monde était rentré chez soi, ou s'était évanoui. J'en ai vu beaucoup, dit-elle en lançant un regard furtif vers la table de la défense. Je ne comprenais pas tout à l'époque. Je faisais juste mon travail. Mais un lundi matin en particulier, après ce qu'elle décrivit comme l'une des pires soirées qu'elle ait jamais dû nettoyer, tout bascula. Elle arriva à la villa de Beverly Hills à 6h15. La maison était inhabituellement silencieuse. Trop silencieuse. D'ordinaire, il restait de la musique, un chef en cuisine, l'odeur du café. Mais ce matin-là, rien. Juste un vide pesant. Elle commença sa routine. Première étape, sortir les ordures. Elle se souvint avoir traîné une des grosses poubelles du couloir principal jusqu'au garage de service. En triant les déchets recyclables, une odeur étrange la frappa. Un mélange de plastique, de fumée et de quelque chose de plus acéré. Dans l'un des bidons à brûler, elle trouva des cendres, mais pas uniquement de papier. Il y avait aussi des cadres photos à moitié fondus, un dossier manie calciné, et entre eux, un fragment de photo de passeport. Je n'étais pas censé regarder, admit-elle, mais quelque chose n'allait pas. Ça ne semblait pas normal. Le juge se pencha vers elle. Le procureur leva une copie du fragment. Il était brûlé, flou, mais encore visible. On distinguait le demi-sourire d'une adolescente. Le jury l'examina en silence. Diddy ferma les yeux, se frotta les tempes. Ce n'était que le début de ce que l'accusation allait bientôt appeler la maison des cendres. Et cette femme de ménage, silencieuse et ignorée, allait devenir son témoin le plus dévastateur. Lorsque la salle se calma, Skipper X inspira profondément, joignit ses mains sur ses genoux et poursuivit. Elle expliqua qu'elle ne voyait que rarement les fêtes elles-mêmes. Ces soirées tapageuses, remplies de célébrités, de lumière clignotante, de basses grondantes et d'alcool sans fin. Non, son rôle commençait après. C'est là que la vraie histoire débutait. On les appelait les after parties. Selon elle, c'est à ce moment-là que les gens qui auraient dû partir, restaient. Les lumières devenaient plus tamisées. La sécurité plus stricte. Les téléphones étaient enfermés dans des pochettes doublées de velours. Et les invités, différents. Pas toujours des célébrités. Certains semblaient nerveux. D'autres très jeunes. Ces soirs-là, ses instructions étaient très précises, ne pas entrer dans les chambres de Lele, ne pas nettoyer le salon du bas, ne prendre les poubelles que dans les zones désignées.
Mais elle avoua y avoir désobéi plusieurs fois. Pas par rébellion, mais par peur. Une autre femme de ménage l'avait prévenue un jour, « Tu ne veux pas être celle qui trouve quelque chose et ne dit rien. » Un soir, en nettoyant la salle de bain des invités, elle trouva une serviette tachée de sang, enroulée et coincée derrière les toilettes. Elle appela la sécurité. Ils vinrent la chercher sans un mot. Une autre fois, affectée au hall principal après une fête, elle remarqua des traces étranges sur le parquet, des rayures profondes, comme si quelque chose de lourd avait été traîné. Mais le pire? La table du rituel. Elle déclara que c'était une longue table en bois, couverte de cire fondue, de photos brûlées, de verres brisés, de plumes, et elle hésita ce qui semblait être du sang séché. On ne m'a jamais demandé de la nettoyer, dit-elle. Mais je devais passer devant tous les matins. Personne ne la touchait. Elle restait là, pendant des jours. Parfois, elle disparaissait. Puis réapparaissait la semaine suivante. Le juge lui demanda si elle avait signalé cela à quelqu'un. Elle secoua la tête. J'avais signé trop de papiers. Je ne voulais pas finir comme les autres, ceux qui ont juste disparu. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Même les avocats de la défense se turent. Les mots rituels et disparus venaient d'entrer dans l'air. Et ils n'allaient pas s'en aller de sitôt. Ce qu'elle trouvait dans les poubelles n'était pas un accident isolé. C'était devenu un schéma. Un cycle. À chaque événement nocturne, les mêmes éléments réapparaissaient, comme une horloge sinistre, papier calciné, reçu déchiré, polaroid à moitié brûlé, et, plus inquiétant encore, des photos de personnes qu'elle ne reconnaissait pas. Une nuit, elle remarqua une enveloppe avec un tampon rouge. Elle la ramassa. À l'intérieur se trouvaient 5 contrats déchirés, avec des noms caviardés et des pages mentionnant un accord de participation et une conformité totale. Chaque feuillet était taché, froissé, et imprégné d'alcool et de fumée. Tout au fond reposait un billet de $100, déchiré net en deux. Elle témoigna avoir rapporté ces fragments chez elle, terrifiée, mais incapable d'ignorer ce qu'elle avait vu. Pendant des semaines, elle les garda dans une petite boîte verrouillée sous son lit. Ce n'est qu'un mois plus tard, dans une épicerie, que l'horreur se révéla dans toute son ampleur. Sur le panneau communautaire près de l'entrée figurait un avis de recherche. Une adolescente nommée Malia, vue pour la dernière fois lors d'une fête sur un yacht en 2016. Son visage ressemblait presque parfaitement à la photo de passeport qu'elle avait trouvée dans les ordures quelques semaines auparavant. Elle se figea, laissa tomber ses courses, et sortit du magasin. Je ne pouvais plus respirer, déclara-t-elle au jury. C'était comme si ma poitrine s'était effondrée. Rentrée chez elle, elle retrouva la photo brûlée et la compara à nouveau. Les mêmes sourcils, les mêmes fossettes, la même petite tache de rousseur près de la joue gauche. Ce n'était pas une coïncidence. Elle envoya la photo anonymement à une ligne de signalement, mais ne reçut jamais de réponse. Elle se sentit ensuite surveillée. Son téléphone se comportait bizarrement. Une voiture était garée en face de chez elle pendant des heures. Elle déménagea, changea de numéro, et quitta son travail peu après. Elle déclara devant le tribunal, « Je n'ai jamais voulu faire partie de tout ça. Mais je ne pouvais plus le garder pour moi. Pas après la mort de Kim. Pas après la disparition de Malia. Pas après ce que j'ai vu dans la poubelle. » La salle d'audience fut de nouveau saisie de stupeur. La défense ne formula aucune objection, car parfois, le silence dit tout. L'accusation posa sur la table un sac de preuves scellé. À l'intérieur, une seule feuille de papier brûlé, les bords noircis. Une partie du texte était illisible, mais au centre se trouvaient des mots gravés dans la mémoire, protocole d'entrée des invités, suivi d'une liste de noms ou du moins de pseudonymes. La femme de ménage fixa le document. Elle inspira profondément. « C'est l'une des pages que j'ai trouvées près de la cheminée, dit-elle. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle poursuivit. Elle déclara que Didi avait une routine, le matin suivant ses événements les plus exclusifs. Avant l'arrivée de quiconque, il s'asseyait dans son bureau, rideau fermé, feu de cheminée crépitant, musique à peine audible, et c'est là qu'il brûlait des choses. Parfois des magazines, ou de vieux papiers, expliqua-t-elle. Mais aussi des cassettes, des carnets, voire des piles entières de ce qui ressemblait à des contrats. Elle décrivit un matin où, étant entrée plus tôt que d'habitude, elle l'avait vu jeter quelque chose de relié, un carnet noir, dans les flammes. Lorsqu'il s'était retourné et l'avait aperçue, elle était restée figée. « Il n'a pas crié, dit-elle.
Il m'a juste regardé longuement et a dit « Tu n'as rien vu ». Puis il m'a tendu une enveloppe remplie d'argent. L'enveloppe portait l'inscription silence. Ce n'était pas de la paranoïa. Elle était payée non seulement pour nettoyer, mais pour oublier. Ce qui bouleversa encore la salle, ce fut son récit de ce qu'elle appelait la pièce du coffre. Une porte dans l'aile ouest, toujours fermée, toujours surveillée. Aucun personnel n'y était autorisé. Mais un après-midi, en livrant des vêtements propres dans une suite, elle la trouva entr'ouverte. À l'intérieur, une pièce insonorisée, des étagères du sol au plafond. Chacune remplie de mini-cassettes DV et de cartes mémoire, soigneusement alignées. Certaines portaient des prénoms, d'autres des dates, mais beaucoup n'étaient marqués que par des numéros. Elle fit un pas dans la pièce, quand un homme apparut derrière elle. « Tourne-toi » dit-il, sa main déjà près de sa ceinture. Elle obéit. « Je n'ai même pas parlé » expliqua-t-elle. J'ai juste hoché la tête et suis retourné à la cuisine. Je savais que j'avais vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Dès ce jour-là, elle ne fut plus jamais programmée les jours suivant les événements les plus secrets de Didi. Son rôle fut modifié. Elle ne nettoyait plus que avant les fêtes, jamais après. On les vainquait, on la réduisait au silence, jusqu'à ce qu'on la licencie avec une indemnité et un avertissement. Ils m'ont dit que si je parlais de ce que j'avais vu, elle s'arrêta, je disparaîtrais aussi. Le juge ne s'y a pas. Les jurés restèrent immobiles. Mais lui? Il fixait le sol. La photo apparut à l'écran de la salle d'audience, améliorée, agrandie, rendue aussi claire que possible. Elle montrait la moitié gauche du visage d'une adolescente, un léger sourire, les cheveux tirés en arrière, une petite tache de rousseur sous l'œil. La femme de ménage acquiesça lentement. « C'est celle que j'ai trouvée dans la poubelle », dit-elle. Des exclamations retentirent dans la galerie. Le procureur présenta immédiatement un grand panneau avec une comparaison côte à côte. À gauche, le fragment de la photo de passeport amélioré. À droite, un avis de disparition de 2016. Malia J. Chatin, 17 ans, vue pour la dernière fois lors d'une fête privée sur un yacht au large de Miami. La ressemblance était indéniable, et la chronologie correspondait parfaitement à l'une des célèbres fêtes estivales sur invitation de Didi. Je ne savais pas qui elle était quand j'ai trouvé la photo, expliqua la femme de ménage. Mais quand j'ai vu son affiche ensuite, je ne pouvais plus l'ignorer. C'est la même fille. Les procureurs insistèrent. L'aviez-vous vue en personne? Non, répondit-elle. Mais je me souviens avoir vu une fille qui lui ressemblait sur un des écrans pendant une fête. Juste une seconde. Elle passait derrière la foule. Puis elle avait disparu. Les analystes médico-légaux confirmèrent que la photo provenait d'un vrai passeport, bien que partiellement détruit. Le numéro d'identification avait fondu, mais l'encre du filigrane gouvernemental était encore traçable. La salle retint son souffle lorsque le procureur déclara à voix haute « Il s'agit désormais d'une enquête pour disparition. Pas seulement d'une affaire d'inconduite. » Didi releva enfin les yeux après une heure. Son regard se fixa sur l'écran. Il ne cligna pas. Il ne bougea pas. Mais un journaliste nota un léger tressaillement au coin de sa bouche. La femme de ménage poursuivit son témoignage, racontant qu'après ce week-end-là, la maison était dans un chaos total. Des agents de nettoyage supplémentaires avaient été appelés. L'équipe habituelle n'était plus là. Un membre de la sécurité démissionna la semaine suivante. Elle se souvenait d'une conversation glaçante, entendue dans le garage, entre deux assistants chuchotants. Lundi, elle a paniqué. On n'aurait jamais dû la laisser entrer dans la chambre. L'autre répondit, c'est réglé, mais il faut tout faire disparaître maintenant. C'était le même jour où elle avait trouvé la photo dans la poubelle. À cet instant-là, la salle d'audience n'était pas seulement silencieuse. Elle était pétrifiée. L'image publique de Didi, longtemps perçue comme inébranlable, cool, confiante et parfaitement maîtrisée, commença à se fissurer. Assis sans bouger, le visage impassible, il semblait d'abord imperturbable. Mais au fur et à mesure que le témoignage de la femme de ménage avançait, détaillant la disparition de jeunes filles, des cassettes brûlées, et des enveloppes remplies d'argent pour acheter le silence, quelque chose en lui commença à vaciller. Sa jambe droite se mit à trembler sous la table. Il serra la mâchoire, et chaque fois que le procureur évoquait la fameuse photo ou les preuves retrouvées dans les ordures, il détournait le regard. Un des avocats de la défense se pencha pour lui souffler quelques mots, mais Didi le repoussa d'un geste. Sa main tremblait légèrement.
Puis survint le moment décisif. Le procureur diffusa un extrait audio issu d'une déposition précédente de la femme de ménage. Dans l'enregistrement, elle racontait qu'un jour, en demandant à un autre employé pourquoi la cheminée brûlait sans cesse, il lui avait répondu « C'est comme ça que la vérité meurt ici ». Ces mots résonnèrent dans la salle comme un coup de tonnerre. Didi expira bruyamment et enfouit son visage dans ses mains. Une jurée, visiblement bouleversée, se tortilla sur son siège. Le dessinateur judiciaire s'activa, capturant frénétiquement le moment exact où un magnate milliardaire se brisa devant le jury. Puis, un nouveau coup tomba, le juge accepta comme preuve la photo de passeport et les fragments de contrat brûlés. La défense protesta, invoquant l'absence de lien direct. Le juge balaya l'objection. Dehors, les journalistes décrivirent cela comme l'instant où le masque était tombé. Dedans, Didi transpirait à travers son costume. Sa main s'agrippait au bord de la table. À un moment, un mouchoir lui fut tendu. Il l'accepta et s'essuya les yeux. C'était la première fois que quelqu'un le voyait pleurer devant la cour. Non pas pour une affaire perdue, ni pour une accusation. Mais pour des preuves qui risquaient enfin de révéler tout ce qu'il s'était efforcé de dissimuler. Après ce témoignage ravageur, le procureur présenta de nouveaux éléments, une série d'enregistrements audio et de déclarations écrites émanant d'anciens employés, trop effrayés pour témoigner en public, mais ayant accepté de coopérer sous protection. Le premier enregistrement faisait entendre une voix masculine, tremblante mais déterminée, « Je travaillais lors des événements dans l'Alais. On devait remettre nos téléphones. Une fois, j'ai surpris quelqu'un en train de filmer quelque chose de bizarre près du salon du sous-sol. La sécurité l'a plaqué au sol. On ne l'a jamais revu. » La salle murmura. Un deuxième enregistrement fut lancé. Une voix féminine, probablement dans la trentaine, déclara « J'ai démissionné après avoir découvert que mon chèque de paie était accompagné d'un accord de confidentialité que je n'avais jamais signé. On m'a dit que j'avais déjà donné mon consentement. Quand j'ai refusé, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. On m'a dit que je ruinerais ma vie si je persistais. » Chaque enregistrement épaississait l'atmosphère. Mais ce qui secoua le plus la salle fut une déclaration écrite, signée par un ancien agent de sécurité. Elle décrivait un protocole secret mis en œuvre lors des soirées privées de Didi. Les invités trop bruyants, trop visibles ou émotionnellement instables étaient discrètement conduits à ce qu'ils appelaient la chambre 17. Cette pièce n'apparaissait sur aucun plan, n'était pas répertoriée dans le système de sécurité, mais elle existait, dissimulée derrière un panneau miroir dans l'aile. La déclaration évoquait des murs capitonnés, un lit simple, une caméra fixée et un classeur métallique rempli de dossiers personnels. Chaque dossier contenait, selon le témoin, des accords de confidentialité, des polaroids et ce qu'il décrivait comme du matériel de chantage. Le juge ordonna que ces détails soient retirés du dossier officiel en attendant leur vérification. Mais les médias s'en étaient déjà emparés. Les réseaux sociaux explosèrent à peine quelques minutes après la suspension de séance. Le témoignage de la femme de ménage avait entrouvert une porte. Désormais, le monde entier regardait à l'intérieur. Jusqu'à présent, le nom de Kim Porter avait été respectueusement écarté des débats. Mais le procureur se montra catégorique, on ne peut pas ignorer le lien entre ce que cette femme de ménage a vu et ce qui est arrivé à Madame Porter. Kim, mère de 3 des enfants de Didi, avait été retrouvée sans vie chez elle en novembre 2018. Le rapport officiel parlait d'un cas soudain de pneumonie à faible virulence. Mais ces derniers jours furent étranges. Des amis affirmaient qu'elle était paranoïaque. Elle aurait confié à ses proches, « Si quelque chose m'arrive, ne croyez pas que c'est un accident. » La femme de ménage témoigna qu'environ 2 semaines avant la mort de Kim, l'atmosphère dans le manoir avait changé. Il n'y avait plus de fête. Il semblait tendu. Et les déchets étaient différents. Elle se souvenait avoir trouvé une pochette Kraft dans la poubelle de la cuisine, étiquetée « Cafin vinyle ». Elle ne l'avait pas ouverte. Mais elle se rappelait autre chose ce jour-là, un message vocal de Kim était arrivé sur la ligne fixe. Court, paniqué, sanglotant. Le message avait été supprimé quelques minutes plus tard par un autre employé. Mais une phrase restait gravée dans sa mémoire, « Ils savent que je vais parler. Je veux juste pas mourir pour ça. » À ce moment précis, le juge se tourna vers le jury. Ces informations, dit-il, ne seront pas traitées comme des preuves concluantes. Mais les déclarations de la témoin s'intègrent dans un récit plus large. La défense protesta. Objection notée. Mais l'impact, lui, s'était déjà enraciné.
La mort de Kim Porter n'était plus un simple fait tragique et isolé. Elle devenait un fil dans une toile noire et noueuse. Et la femme de ménage venait peut-être d'en tirer violemment l'extrémité. La dernière partie de son témoignage portait sur l'élément déclencheur de toute l'affaire, les ordures. Pendant des années, elles avaient été ignorées, brûlées, jetées aux oubliettes. Mais désormais, chaque enveloppe déchirée, chaque papier calciné, chaque photo abandonnée revenait hanter l'homme qui croyait ses secrets à jamais ensevelis. La femme de ménage présenta une pièce finale, un sac en plastique scellé qu'elle avait conservé pendant des années dans un box de stockage. Trop terrifiée pour le détruire, trop effrayée pour en parler. À l'intérieur, on trouvait des polaroids brûlés, des cartes mémoire fondues et des notes manuscrites mentionnant des noms et des dates. À l'époque, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, déclara-t-elle. Mais maintenant je sais, c'était une assurance. Le procureur demanda à ce que le contenu soit enregistré comme preuve sous haute protection. Le juge accepta. Puis survint l'inattendu. Didi se leva. Il ne parla pas. Il ne protesta pas. Il marcha simplement vers la sortie et murmura quelque chose à son avocat. Quelques instants plus tard, le juge annonça une suspension d'audience en urgence. Les journalistes, dehors, restèrent sans voix. La cour ne reprit que 2 heures plus tard. Et cette fois, la chaise de Didi était vide. Les rumeurs circulaient. Effondrement nerveux. Risque de fuite. Malaise dans le couloir. Mais une chose était certaine, la femme de ménage avait tout changé. Ce qui avait commencé comme un témoignage discret et presque ignoré était devenu la pierre angulaire de l'un des moments judiciaires les plus choquants de l'histoire contemporaine des célébrités. Et alors que le marteau du juge s'abattait, le monde comprit enfin, parfois, la vérité ne vient pas d'une star. Elle vient de celle qui nettoyait derrière elle.